Aujourd'hui, dans Parlons-en, un procès qui fera date dans l'histoire judiciaire française. Mais pas seulement, dans la société sans doute aussi, pour le débat public qu'il soulève, celui des viols dits de Mazan. Il entre ce mercredi dans sa dernière ligne droite, procès dans lequel plus de 50 hommes sont poursuivis pour avoir violé une femme, Gisèle Pelicot, sédatée par son mari. Procès qui a fait la une de la presse dans le monde entier. Le procès de la lâcheté, a dit hier à la barre la victime. Procès d'un système qui fait dire encore à certains qu'il y a viol et viol. On en parle jusqu'à 10h45 avec mes invités Karine Durieux-Diebolt, Elsa Labouré, Noémie Renard et Marie Schuster. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Karine Durieux-Diebolt. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocate, spécialiste des victimes de viols et d'agressions sexuelles, avocate de 2 plaignantes dans l'affaire Depardieu. Bonjour Elsa Labouré. Bonjour. Porte-parole d'Oser le féminisme. Merci d'être sur ce plateau. Avec nous en direct Noémie Renard. Bonjour. Merci de participer à cette discussion à distance. Vous êtes l'autrice d'En finir avec la culture du viol qui est sortie au petit matin. Et nous sommes aussi avec Marie Schuster qui est à Avignon et qui suit depuis le début ce procès dit des viols de Mazan. Bonjour Marie, Pauline. On va vous entendre dans un instant. Après plus de 2 mois et demi d'audience, on arrive donc, Marie Schuster, je vais vers vous tout de suite. On arrive, Marie, au terme d'un procès qui a été très éprouvant. Oui, effectivement, très éprouvant à la fois pour les parties civiles et en premier lieu Gisèle Pelicot qui a dû subir en début de procès énormément de justifications qu'elle expliquait comme étant totalement inaudibles, des justifications de ses accusés qui se disaient manipulés par son mari, des excuses qu'elle n'a pas voulu entendre non plus, et puis un procès très éprouvant également pour le public qui voyait, pour le public, pour les juges, pour les avocats, pour les journalistes également, qui voyaient jour après jour ces explications tout à fait inaudibles, mais qui voyaient aussi ces vidéos qui touchaient directement à l'intimité de Gisèle Pelicot. Donc oui, un procès particulièrement éprouvant qui depuis 11 semaines tient en haleine la France et aussi le monde entier. Le jugement sera rendu dans un mois tout juste. Marie, l'heure est aux plaidoiries à partir d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Ce matin, l'audience a débuté par la fin de l'interrogatoire de Dominique Pelicot, puisque le juge avait préconisé une suspension d'audience. La journée d'hier a été très longue, très éprouvante suite à l'audition de Gisèle Pelicot et de Dominique Pelicot. Donc Dominique Pelicot est toujours en salle d'audience pour répondre aux dernières questions des avocats. Et puis, on devrait entamer maintenant une deuxième phase dans ce procès, la phase des plaidoiries des parties civiles aujourd'hui, puisque les parties civiles devraient réclamer, à l'instar de Gisèle Pelicot, qu'on change de regard sur le viol. L'un des avocats de Gisèle Pelicot nous confiait qu'il ne cherchait pas de ce procès à collectionner les peines pour les 51 accusés. En revanche, les parties civiles également, donc les enfants et les petits-enfants de Gisèle Pelicot, eux, réclament des peines tout à fait à la hauteur des actes commis par les accusés. Et puis également, ils réclament la vérité de Dominique Pelicot. Et ça, malheureusement, ils estiment ne pas l'avoir obtenu jusqu'ici. Marie, vous restez avec nous. Les faits qu'a examiné la Cour depuis le mois de septembre sont tellement inimaginables qu'on peine depuis le mois de septembre à trouver des qualificatifs, des dizaines d'heures d'interrogatoire des la cinquantaine de prévenus accusés, on le rappelle, d'avoir violé, dont certains à plusieurs reprises, Gisèle Pelicot alors qu'elle était sédatée. Ce devait être un procès simplement, si j'ose dire, sordide. C'est devenu un procès pour l'histoire. Est-ce que vous croyez, Karine Durieux-Diebolt, que quelque chose véritablement s'est passé ?
Alors, j'aimerais bien qu'on en tire des leçons à la fois sociales et puis peut-être juridiques. Mais dans le passé, malheureusement, on a eu déjà plusieurs procès. Le grand procès de Gisèle Halimi en 78. Ensuite, d'autres affaires également. Alors, ce procès, pour moi, ce qu'il a mis en lumière peut-être socialement, c'est véritablement qui sont les violeurs, que finalement ce sont monsieur tout le monde, que c'est dans le cadre familial que les violences sexuelles se déroulent le plus souvent, parce que c'est quand même monsieur Pellico, conjoint, qui a mis en œuvre tout ce processus de viol à répétition de sa femme en disposant de son corps. Donc c'est également le procès qui a montré une dimension du patriarcat, puisqu'il a délégué le corps de sa femme, il a délégué le consentement. Ces hommes-là ne se sont pas enquis du consentement de madame, ils se sont uniquement préoccupés de l'intention du conjoint, mais à aucun moment ils ont requis le consentement de madame. Donc ça a mis ceci en lumière. Et pour moi, du point de vue procédural également, mais on y reviendra peut-être à travers les mots de madame Pellico que vous avez repris tout à l'heure, c'est le procès de la lâcheté. Oui, parce que dans ces dossiers-là, on a toujours affaire à un déni du viol, à un déni de l'intention criminelle de l'agresseur, mais également on a affaire à ce qu'on peut considérer du dénigrement, puisque vous avez vu qu'il y avait une défense qui était tout de même très très agressive à l'encontre de madame Pellico, alors qu'il y a un niveau de preuve très élevé dans ce dossier. Et c'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Et peut-être qu'on en redébattra par la suite, mais c'est vraiment un élément très très important, parce qu'on a des défenses qui sont très agressives, et au point que madame Pellico, à un moment du procès, a dit qu'elle avait le sentiment que c'était elle qui était accusée et pas les 50 derrière elle. Et que la semaine dernière, il y a eu un accusé qui a dit « c'est moi la victime », à quelques mètres de la femme violée. Donc c'est extrêmement choquant et traumatisant, c'est un retraumatisme de la victime. Sachant que la configuration des lieux fait effectivement aussi, ça en rajoute sans doute, que Gisèle Pellico s'est retrouvée à quelques centimètres de ces violeurs. On peut être Elsa Labouré, et c'est ce qu'a montré ce procès, mais effectivement, c'est pas la première fois. Un bon père de famille, on peut être un pompier, on peut être quelqu'un qui tient la porte aux vieilles dames à la boulangerie, on peut être un mari aimant, on peut être un ami fidèle, et on peut être un violeur. C'est ça aussi ce que montre cette histoire-là. Évidemment, c'est un des éléments principaux. Alors, il y a beaucoup de choses que cette affaire a mis en lumière, et c'est une bonne chose, parce qu'on en parle maintenant, mais sur la réalité des violences sexuelles. Mais une des choses qui est importante de mettre en avant, c'est que le violeur, c'est n'importe qui. C'est un homme, principalement. Ça, c'est statistique. À part ça, les agressions sexuelles se passent dans toutes les strates de la société. Ça peut être n'importe qui, n'importe quel homme. Et a fortiori, en fait, se maintenir une image de quelqu'un de parfait, de quelqu'un de chouette, ça fait partie aussi des stratégies d'impunité des agresseurs, pour que personne ne se doute qu'en réalité, il y a des choses très très moches, très très affreuses qui se passent derrière. On va aller vers vous, Noémie Renard. Je rappelle que vous êtes l'autrice d'En finir avec la culture du viol. Cette culture du viol, il en a été question pendant ce procès. Il tient aussi beaucoup à ce qu'on a entendu dans la défense qu'évoquait Maître Durieux-Diebold pendant ces audiences. On a quand même entendu certains avocats dire qu'il y avait viol et viol. On a entendu des prévenus parler même de viol par altruisme. On a entendu des choses qui ont fait bondir, évidemment, qui ont fait bondir les parties civiles. Oui, tout à fait. La culture du viol s'est fortement exprimée lors de ce procès. Comme l'a dit Maître Diebold, effectivement, déjà le blâme des victimes, le fait que Madame Pellico, il y a sa vie sexuelle qui a été exposée, qu'on a mis des photos intimes d'elle, et qu'on a supposé qu'elle était exhibitionniste, qu'on a examiné sa vie sexuelle déjà, ça fait partie de la culture du viol, c'est-à-dire que on jette le blâme sur les victimes, et à l'inverse, la déresponsabilisation, on assiste à une déresponsabilisation des violeurs, c'est-à-dire qu'ils se présentent comme étant un peu naïfs, comme étant eux-mêmes des victimes. À l'aide de ce qu'on appelle des mythes sur le viol, c'est-à-dire des croyances erronées sur le viol. Donc,
il y en a plusieurs qui ont dit que, par exemple, eux, ils se voyaient pas comme un violeur parce que, voilà, forcément, un violeur, c'est un détraqué, c'est un malade, c'est pas quelqu'un qui est bien inséré dans la société. Selon ces croyances-là, on sait bien que c'est pas du tout le cas. Il y a aussi eu un prévenu qui a dit mais pour moi, un doigt, une pénétration digitale, c'est pas un viol. Ça aussi, c'est une croyance comme quoi, voilà, il y a des vrais viols et des faux viols, pas des viols vraiment sérieux. Et si la pénétration se fait que avec un doigt, c'est pas vraiment un viol. D'autres qui ont dit, voilà, pour moi, un viol, c'est quelqu'un qu'on attrape dans la rue, donc c'est pas dans une chambre avec le mari. Donc il y a un ensemble de représentations qui font qu'on n'identifie pas les violences sexuelles les plus banales et pourtant les plus fréquentes. Marie Schuster, ce qu'il faut dire, je rappelle que vous êtes à Avignon et vous suivez ce procès pour nous, c'est que sur la 50aine de prévenus, il y en a moins d'une dizaine et pourtant tous les viols ont été filmés, qui ont reconnu effectivement, alors non pas la matérialité, qui n'ont pas démenti la matérialité des faits parce que les vidéos existent, mais qui ont démenti l'existence du viol. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que sur ces 50 prévenus, beaucoup nient l'intentionnalité du viol. Et c'est justement cette absence d'intention qui pourrait leur permettre, en tout cas le Code civil leur permettra de le faire, leur permettre de demander l'acquittement à l'issue du procès. Et c'est bien là tout le problème, et c'est bien ce qui reste totalement inaudible par Gisèle Pelicot, qui insiste sur le fait qu'elle ne peut pas intégrer l'idée selon laquelle un homme puisse rentrer dans sa chambre, la voit totalement inconsciente et décide d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et au-delà de ça, elle balaye également ses arguments en disant que quand bien même ils auraient été manipulés, quand bien même ils auraient été drogués ou autres et qu'ils n'étaient pas en capacité de réagir normalement, thèse à laquelle elle ne croit pas du tout, bien entendu, mais quand bien même, ce qu'elle dénonce, c'est cette lâcheté, la lâcheté des accusés qui étaient placés dans le box derrière elle et qui n'ont pas daigné aller à la police pour dénoncer ces actes et mettre un terme à ces actes, puisque pour beaucoup d'entre eux, Dominique Pelicot les avait contactés à plusieurs reprises pour venir la violer au domicile de Mazan. Il y aurait de bonnes et de mauvaises victimes, des victimes maîtres qui réagiraient comme il le faudrait. La défense qu'on a entendue, ce que vous avez lu, de ce qui s'est dit ces dernières semaines en Avignon devant la cour, c'est ce qu'on entend depuis des années dans ces affaires-là. Culpabiliser la victime, se demander si finalement elle ne l'avait pas un peu cherché, si elle-même elle n'était pas un peu exhibitionniste, d'une certaine façon, si elle n'avait pas mérité ce qui lui était arrivé. Oui, alors dans les pays anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le victim blaming, c'est-à-dire qu'on inverse la culpabilité, on va transférer en fait la responsabilité du viol sur la victime en disant qu'elle l'a provoqué, qu'elle l'a recherché. En ce qui concerne Madame Pelicot, ils sont revenus sur des photos de nudisme très anciennes en disant finalement vous avez des pratiques sexuelles qui ont pu amener à ce type de comportement sexuel-là. Donc on inverse la culpabilité, c'est la culture du viol comme le disait votre intervenant tout à l'heure, on inverse la culpabilité, c'est-à-dire qu'on déresponsabilise l'agresseur ou le violeur et de l'autre côté, on transfère la responsabilité sur madame. Et je voudrais revenir juste en 2 mots sur l'élément intentionnel, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure. Il faut quand même dire que dans ce dossier, alors j'ai entendu aussi parfois sur certains plateaux le terme de viol d'opportunité. Dans ce dossier, c'est tout sauf un viol d'opportunité, c'est un viol qui est prémédité, ce sont des viols qui sont prémédités par tous ces hommes qui ont été sur un site internet avec un forum de discussion pour certains qui s'appelait « À son insu », avec toute une procédure puisqu'on leur demandait de pas se parfumer, de pas fumer avant et dès leur domicile. Donc dès leur domicile, ils savaient très bien qu'ils allaient avoir affaire à une femme qui est inconsciente. Et c'est en cela également, c'est le deuxième point, il n'y a pas de délégation de consentement et il faut vraiment le répéter, je pense, aux auditeurs. On ne peut pas penser aujourd'hui dans notre société qu'un conjoint peut déléguer le consentement de sa conjointe. Il n'y a aucun de ces hommes qui s'est enquis de savoir ce que Madame Pelicot voulait, désirait. Ils ne sont pas entrés en contact avec elle avant les viols. Et donc, ils sont complètement passés outre l'intention de cette femme.
Dominique Pellicot, Elsa Labouré, qui est donc le principal accusé, l'ex-mari de Gisèle Pellicot, qui a reconnu les viols, a eu des propos qui disent beaucoup de la ligne de défense qu'on évoquait à l'instant, des propos hier, qui a plaidé, je le cite, le fantasme de soumettre une femme insoumise. Après 2 mois et demi d'audience, après tout ce qu'il s'est dit, sa justification, c'est celle du fantasme. Alors, l'idée de soumettre une femme insoumise, c'est quand même c'est assez brutal déjà d'entendre ça après toutes ces déclarations qu'il l'aimait, que vraiment elle a été formidable, etc. La preuve qu'il ne suffit pas d'aimer un homme, il ne suffit pas d'être à ses côtés pendant des décennies. Il peut rester quand même ce fantasme-là de non, j'ai besoin de la posséder un peu plus et j'ai besoin de la faire posséder par d'autres et de mettre en œuvre ce genre de violence. Et on peut parler de fantasme, ça reste pas un fantasme à partir du moment où il l'a réalisé. Et pour moi, c'est très très important de souligner dans cette affaire le rôle que joue la pornographie et le système pornographique, la société extrêmement pornifiée dans laquelle on vit. Ce genre de fantasme, entre guillemets, il ne vient pas de nulle part. Il est donné par ces sociétés patriarcales, par cette culture du viol. Ce qui s'est passé, c'est des reproductions de choses qu'on voit dans le système pornographique. Par ailleurs, il a filmé, pris des photos, il a créé lui-même sa propre pornographie. On était à fond dans un fantasme qui est inspiré par cet univers-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne doit pas ignorer. Noémie Renard, sur la déflagration sociétale que provoque ce procès, on a entendu bien sûr des hommes soutenir Gisèle Pellicot, mais on a aussi entendu, et sociétalement c'est intéressant, beaucoup d'hommes s'offusquer de cette culture du viol qui est brandie en disant mais moi, de quoi est-ce que je devrais avoir honte ? Moi, je ne suis pas un détraqué, je cite les propos qu'on a entendus de de là. Moi, pourquoi est-ce que je devrais être responsable pour cette 50aine d'hommes qui ont commis l'irréparable ? Moi, je suis un type bien, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? En fait, c'est vrai qu'il y a toujours une mise à distance entre les violeurs et, entre guillemets, nous, enfin, surtout quand je dis nous, les hommes, un peu l'idée que le violeur, c'est quelqu'un d'autre, donc ça va être l'immigré, le psychopathe, etc. Là, on voit que c'est des hommes ordinaires. Bon, il y a toujours quand même il y a quand même toujours des gens dire oui, mais c'est quand même pas la norme. C'est des gens quand même qui sont un peu tarés entre guillemets. Alors moi, j'ai envie de dire que ce qu'il faut voir, c'est que la culture du viol, c'est que ça agit comme une norme sociale. C'est-à-dire que là, les mythes que j'ai évoqués sur les mythes sur le viol, c'est-à-dire les croyances erronées sur le viol, c'est-à-dire elle l'a bien cherché. C'est pas vraiment un viol, les victimes mentent, etc. Je pourrais détailler toutes ces croyances. Elles agissent comme des normes sociales, c'est-à-dire que plus des gens, enfin plus voilà, c'est accepté comme des croyances normales et acceptées, plus elles se répandent. Et ça a été montré qu'en fait, ces croyances, bon, non seulement les violeurs y adhèrent davantage, c'est-à-dire que c'est des croyances qui permettent le passage à l'acte en toute sans culpabilité. En toute décontraction. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été vu lors de ce procès quand ils disent ah, mais un doigt, c'est pas grand-chose. Oh, mais pour moi, c'était pas dans la rue, donc c'est pas vraiment un viol. On voit que pour eux, voilà, ça n'a pas généré chez eux de sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Pour eux, c'était normal. Et donc, quand je dis que ça agit comme une norme, c'est qu'il a été montré par des études de psychologie sociale que plus on fait croire à des hommes que les croyances sur les mythes sur le viol sont répandues dans la société, plus ils ont davantage tendance à y adhérer eux-mêmes et à dire qu'éventuellement ils violeraient. Donc tendance à banaliser en fait le viol. Donc en fait on a tous et toutes un rôle à jouer dans la culture du viol. Les hommes, même ceux qui ne violent pas, quand ils entendent des croyances sur les viols, quand ils entendent des propos sexistes, parce que le sexisme et la misogynie sont encore au cœur de la culture du viol, ils peuvent intervenir, ils peuvent dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc on a tous et toutes un rôle à jouer en s'opposant à ces croyances et à la banalisation des violences contre les femmes. Maître, je lisais une interview de Mathieu Palin dans Le Monde ce matin qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui dit « Tous les hommes, sans exception, bénéficient d'un système qui domine les femmes et puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution. » Oui, et puis je crois que les hommes, ils doivent prendre conscience qu'en fait, dans notre société, on reproduit continuellement, que ça soit homme ou femme, des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont
reproduisent des comportements qui sont genrés. Par exemple, les hommes, le soir, ils vont pas craindre de rentrer tout seuls le soir dans une rue. Ils vont pas craindre de s'habiller comme ci, comme ça. On va pas leur reprocher d'avoir invité une femme chez eux, alors que les femmes, elles ont tous ces stéréotypes de genre qui leur sont renvoyés socialement. Donc, on n'est pas à égalité, on n'a pas un traitement social qui est à égalité, et les hommes doivent en prendre conscience. C'est-à-dire qu'on doit évoluer chacun, les hommes et les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui adhèrent à la culture du viol et aux stéréotypes de genre. On doit en prendre chacun conscience et on doit évoluer socialement à cet égard. Donc il y a une prise de conscience et également déconstruire en fait les stéréotypes de genre dans notre société. Elsa Labouré. Ça a été très bien dit par mes collègues aujourd'hui. Les violeurs, c'est pas des détraqués, c'est pas des gens à part, c'est le produit de notre société. C'est extrêmement normal dans le sens de normes, les agressions sexuelles. Ça fait partie de notre société patriarcale. Et les hommes qui disent non, mais tous les hommes sont pas comme ça, rien que cet acte-là, ce réflexe-là, il fait partie de la culture du viol aussi, de devoir se défendre, de réflexe d'être dans l'empathie face à l'horreur de ce que c'est déjà, de ce qu'a vécu Gisèle Pelicot, mais aussi toutes les victimes de violences sexuelles. Au lieu de se dire oh là là, c'est affreux, le réflexe, ça va être de se justifier, de dire moi je suis pas comme ça. Alors déjà, on n'est pas sûr. Alors, est-ce que tous les hommes qui pensent qu'ils ne sont pas comme ça le sont vraiment ? Parce qu'ils n'ont pas forcément les outils de déconstruction. Ils n'ont pas forcément fait cet effort de regarder en eux, de dire peut-être à ce moment-là, la façon dont je me suis comportée avec ma copine n'était pas terrible. Voilà, tout ça, c'est un travail qu'on leur demande. Et le monde ne se divise pas entre les hommes affreux, les violeurs et les horreurs, et les hommes vachement bien qui font tout ce qu'il faut. C'est un spectre. C'est les hommes qui ont certains actes un peu déplacés. C'est un continuum de violence où il y a des violences qui peuvent être vues comme moins graves, entre guillemets. Je ne fais pas ça pour faire une échelle, mais des choses, voilà. Dominique Pelicot, par exemple, a été attrapé, repéré par la justice parce qu'il filmait sous les jupes de certaines femmes. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça qu'a été détectée l'ampleur de l'horreur qu'il faisait vivre à sa femme à l'époque. Donc, c'est les hommes qui font peut-être ces actes un peu vus comme moins graves qui justifient aussi le reste. Et qui, du coup, s'ils se comportent un tout petit peu bien, sont vus comme géniaux parce qu'ils ne sont pas affreux. Marie Schuster, Elsa Labouré à l'instant parlait d'empathie. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le comportement de la cinquantaine de prévenus de ce procès. On le disait, tous n'ont pas reconnu l'intentionnalité du viol, mais quelle a été... ils ont eu des réactions très, très diverses face à Gisèle Pelicot, et pour le coup, tous ne se sont pas excusés, tous n'ont pas fait preuve d'empathie vis-à-vis d'elle. Non, effectivement, tous n'ont pas fait preuve d'empathie, tous n'ont pas présenté leurs excuses, et je vous dirais même mieux, c'est que très souvent ils plaisantent dans le box des accusés. Là, depuis lundi, ils sont à nouveau tous les 50 réunis dans le même la qui est relativement petit pour tous les accueillir, et ils plaisantent, ils s'amusent à se lancer des boulettes sur la grille qui les sépare du box. Donc, de là à dire qu'il réalise réellement la gravité des faits, je pense que ce procès, on peut le dire, a mis en lumière également une forme de méconnaissance de la gravité de ce que peut constituer un viol. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a une vraie méconnaissance. Ce procès a mis en lumière une vraie méconnaissance autour de ce qui constitue un viol aux yeux de la loi, c'est-à-dire la pénétration par menace, surprise, violence. Donc, au final, je ne sais pas si ce procès peut permettre encore aujourd'hui de provoquer cet électrochoc dans la société qui est attendu de ce procès. Je peux vous raconter également une anecdote sur un monsieur qui suit le procès depuis le début et qui me disait qui m'avouait qu'il aurait pu se retrouver à la place de ces accusés, qui remettait un peu en cause également l'état d'inconscience de Gisèle Pelicot, bien qu'il ait vu les vidéos diffusées ces 11 dernières semaines. Je rebondis, Marie, je crois qu'il y a contrainte aussi dans la définition du viol ici en France. Je rebondis, Marie, sur les images que vous ne voyez pas, vous, à l'antenne, sur le comportement des prévenus. Je ne sais pas si c'était le cas ces derniers jours, mais on a vu au tout début du procès des prévenus peut-être surpris par le fait que le procès n'ait pas lieu à huis clos, comme le souhaitait Gisèle Pelicot, et donc que leur visage, d'une certaine façon, était visible de tous, qui ont fait preuve parfois d'agressivité, voire de violence vis-à-vis du public et des femmes qui parfois les prenaient à partie à la sortie de l'audience.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, depuis le début du procès, eh bien, leur comportement a changé. C'est-à-dire que ceux qui comparaissent libres sortent de la salle d'audience masqués avec des lunettes de soleil, avec une capuche sur la tête et courent presque dans les couloirs pour ne pas se faire alpaguer, soit par les journalistes, soit par les membres du public venus assister aux audiences. Parfois, on sent aussi une certaine forme de prise de conscience. Beaucoup tournent comme des lions en cage avant le début des audiences, avant leurs auditions. Donc oui, le comportement des accusés a changé depuis le début de ce procès. Certains ont certainement pris conscience de leurs actes et d'autres peut-être moins. Marie, on va devoir vous laisser pour que vous alliez dans la salle d'audience. J'ai une dernière question pour revenir en quelques mots sur ce qui a été dit hier à la barre ou avant-hier, j'ai un doute, par les enfants de l'ex-couple Pellico qui ont raconté à quel point cette affaire les avait détruits, eux aussi. Le viol, c'est une déflagration qui dépasse aussi celle ou celui qu'il subit. Oui, tout à fait. Ils s'en sont pris directement à leur père, qu'ils nomment d'ailleurs maintenant Monsieur Pellico, en disant qu'il avait littéralement anéanti leur famille. Les deux fils de Dominique et Gisèle Pellico sont maintenant divorcés, puisque des photos de leurs femmes ont été retrouvées également dénudées dans la collection pornographique de Dominique Pellico. Après, c'est une explication. Et puis, il y a aussi le cas de sa fille Caroline qui demande la vérité et qui encore ce matin a vivement protesté face aux propos de son père qui expliquait que s'il devait choisir une seule personne pour l'accompagner sur ces périodes d'incarcération qui se profilent devant lui, eh bien ce serait probablement Caroline. Et Caroline a hurlé depuis le fond de la salle et évidemment lui souhaite tout le mal possible. Donc oui, ces familles ont été anéanties. Cette famille a été anéantie, d'autres familles ont été anéanties, les familles des autres accusés, certaines familles d'autres accusés. On a d'ailleurs mis Dominique Pellico, l'un des avocats de la défense hier, a d'ailleurs mis Pellico devant ce fait et lui a répondu de façon très cynique. Mais quand on va au casino et qu'on joue l'argent du foyer et qu'on met en danger son foyer, est-ce qu'on doit blâmer le casino ? Merci beaucoup Marie Schuster. On va vous laisser aller dans la salle d'audience suivre pour nous ces plaidoiries qui vont commencer. Et nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de cette discussion. 10h30 ici à Paris, la suite de notre discussion aujourd'hui autour de cette question. Le procès dit des viols de Bazan est-il celui de la lâcheté vis-à-vis d'une société patriarcale? Ce sont les mots qu'a eu hier à la barre Gisèle Pellico, la victime. Ce procès qui entre, on le disait, dans sa dernière ligne droite aujourd'hui avec le début des plaidoiries de la défense pour un jugement attendu à la fin du mois de décembre. On en parle avec vous, Karine Durieux-Diebolt. Rebonjour, merci d'être là. Pardon, avocate spécialiste des victimes de viols et d'agressions sexuelles, avocate de 2 plaignantes dans l'affaire Depardieu. On en parle avec vous, Elsa Labouré, porte-parole d'Oser le féminisme. Merci d'être là. On est aussi toujours en ligne avec Noémie Renard, autrice d'En finir avec la culture du viol, qui est sortie au Petit Matin. Noémie Renard, le visage, la figure de Gisèle Pellico a fait le tour du monde et c'est vrai que ça pouvait être assez surprenant dans un premier temps que cette affaire déborde largement du cadre national. On a vu Gisèle Pellico recevoir des messages du monde entier. On a vu des femmes se précipiter à l'audience, parfois avec des bouquets de fleurs, parfois en applaudissant Gisèle Pellico à la sortie de l'audience. L'héroïsation de Gisèle Pellico, on la comprend et elle a aussi un double tranchant, c'est de faire de cette histoire et de ce viol, de ces viols, par ailleurs atrocement banal, quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors aussi, je pense un peu à Madame Pellico. J'espère que après le procès, elle sera accompagnée et que tout ira bien pour elle, parce que j'imagine qu'être elle est soutenue. Enfin, avoir tout ce soutien partout dans le monde, ça doit sans doute l'aider. Mais j'espère que après le procès, elle sera toujours soutenue. Et oui, c'est vrai que alors c'est un peu à double tranchant, effectivement, dans le sens où il a un côté. La plupart des affaires de viol ne ressemblent pas à ça. C'est-à-dire que on a quand même
même 50 accusés face à une victime. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, en général, il n'y a pas autant d'auteurs. Et là, il y a toute une orchestration, etc. Je pense que, par exemple, la soumission chimique, c'est plus courant que ce qu'on croit. Je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais c'est vrai que ce procès a mis en avant ceci, et notamment que parmi les accusés, il y en a d'autres qui voulaient reproduire ça chez eux. Donc ça, la soumission chimique d'un époux sur sa conjointe ou sur quelqu'un de sa famille, je pense que c'est plus fréquent que ce qu'on croit. Mais c'est vrai que là, toute une organisation avec un recrutement sur des sites internet, je suppose que c'est relativement rare. Et c'est vrai que il faut pas oublier que le viol peut prendre diverses formes et que très souvent, c'est dans le cercle familial et celui des proches. Dans le débat public, ce qui est intéressant, Maître Durieux-Diebold, c'est que la question de la soumission chimique, la question de l'organisation, d'une certaine façon, ont été mis de côté, pas dans l'audience, mais dans le débat, pour qu'on se reconcentre sur la réalité du viol, la défense des prévenus, on l'a dit, qui est à l'image de ce qu'on entend dans la société en général. J'ai perdu le fil de ma question. Sur la question de l'extraordinaire de ce procès, déjà, il est extraordinaire parce qu'il a lieu. On rappelle que plus de 90% aujourd'hui des plaintes pour viol sont classées sans suite. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui, alors c'est ça la réalité, et ça revient sur la question de la preuve dans ce dossier-là, qui est aussi à un niveau de preuve qui est extraordinaire. Et qui est rarissime. On a rarement des dossiers dans lesquels on a des vidéos des viols, c'est assez rare, plus les aveux donc, du conjoint qui expliquent de quelle manière il a procédé, des messages également on a pu retrouver. Donc là, si vous voulez, il y a un niveau de preuve qui est assez extraordinaire et qui est très très élevé. De la même manière, ce qui est extraordinaire, c'est le nombre de violeurs, parce que là, on en a 51, mais on sait qu'il y en a bien plus, et il y en a d'autres qui n'ont pas été identifiés. Plusieurs dizaines, sans doute. Exactement. Et je voudrais revenir également sur Madame Pellicot. Il ne s'agit pas du tout d'en faire une héroïne. Et là, également, on a, si vous voulez, ce qu'on peut appeler une victime idéale, entre guillemets, c'est-à-dire le mythe de la victime idéale qui n'a rien provoqué, qui était soumise chimiquement, qui était endormie au moment des faits. Donc, en réalité, il n'y a pas de possibilité réelle de la dénigrer, bien que ça a été fait par la défense. Mais il n'y a pas prise au dénigrement. Donc, là, on a vraiment une victime idéale. Mais dans les dossiers, en général, on reproche à la victime de s'être comportée de telle ou telle manière, d'avoir tel type de sexualité, d'avoir échangé éventuellement avec l'agresseur. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'il en sorte de ce procès l'image d'Épinal un petit peu de la victime telle qu'elle doit être. Oui, on met ça bien sûr entre guillemets et on ne sait pas ce qui se passe bien sûr dans la tête de Gisèle Pellicot, et on imagine l'horreur que c'est de vivre tout ça. Victime idéale, victime qui se tient droite, qui a refusé le huis clos, qui voulait, même si certains des juges justement ont essayé de temps en temps dire qu'il fallait peut-être pas qu'on montre tout. Ça aussi, ça participe au fait, au doute qu'on peut avoir de ce que ce procès pourra produire dans la société, parce que Gisèle Pellicot, parce que le système qui effectivement n'est quand même, cette affaire est quand même d'un extraordinaire sordide. Il ne faudrait pas oublier le fond, quoi. Oui, effectivement, comme l'a dit Maître Durieux-Diebold, on a un cas qui est spécifique parce que c'est dur de remettre en question la parole de la victime, alors que ça s'est fait dans tous les cas de violences sexuelles et surtout de violences sexuelles. C'est un des seuls crimes où on se pose la question de comment vous étiez habillé et quel est votre comportement sexuel il y a 40 ans, quoi. C'est quand même assez incroyable. C'est parce qu'on ne pose pas ce genre de questions aux victimes de cambriolage ou de vol de voiture. Enfin, c'est quand même quelque chose où on remet en permanence en question la parole de la victime, sa responsabilité dans les actes dont elle a été victime. Alors que là, effectivement, on a un cas d'école où c'est difficile de remettre les choses en question. Et c'est pour ça que beaucoup de gens voient ça comme quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il y a beaucoup de réalités, de choses qui sont dans ce procès qui sont extrêmement ordinaires, des réalités sur la culture du viol, sur les violences sexuelles. Encore une fois, le fait que tous ces hommes soient extrêmement normaux, le fait que ça commence par des violences sexuelles conjugales. Donc c'est d'abord... Enfin voilà, rappelons-le, c'est chez nous qu'on est le plus en danger. C'est d'abord le conjoint, le principal agresseur dans les cas de violences sexuelles.
on va dire statistiquement. Il y a beaucoup de choses sur la soumission chimique, sur l'influence de Internet, etc. Il y a des choses qui peuvent vraiment se retrouver dans plein d'autres affaires. Donc c'est une affaire qui est extraordinaire par son ampleur, par le nombre d'accusés, etc. Mais qui a plein de choses qu'on voit partout dans beaucoup d'affaires, juste on n'en parle pas autant, ou alors les victimes n'obtiennent pas justice, ou alors, pour la plupart, ne portent pas plainte, ou s'il y a plainte, effectivement, juste aucune enquête. Dans le récit aussi, et c'est important, Noémie Renard, ce qu'on a entendu parmi les choses sordides de ce procès, on a entendu parfois des prévenus parler de l'âge de Gisèle Pelicot, et ça aussi c'est une représentation sociétale qu'on se fait. Gisèle Pelicot, elle a dans les 70 ans, on a entendu des prévenus ou dans le débat public, des gens mésestimer, sous-estimer le fait que oui, des femmes qui avaient 60-70 ans pouvaient aussi, bien sûr, évidemment, être victimes de violences sexuelles et sexistes. Tout à fait, ça fait encore partie des croyances. La victime, sans doute, était aguicheuse, elle était jolie, elle était habillée de manière sexy, etc. Elle était jeune. Elle était jeune, voilà, exactement. Et effectivement, on sait que les femmes jeunes, les adolescentes sont quand même en moyenne plus à risque de violences sexuelles, mais en fait, aucune femme n'est épargnée. On sait, par exemple, il y a des affaires dans les EHPAD, malheureusement, où des femmes très âgées sont victimes de viols. Donc voilà, en fait, les victimes de viols sont souvent plutôt des personnes qui sont en situation de dépendance. Enfin, les bonnes victimes pour les violeurs, c'est des femmes qui sont dans des situations on va dire, un peu compliquées. Par exemple, des femmes, des situations de dépendance, ou par exemple des personnes handicapées, ou voilà, sont plus à risque d'être victimes de violences sexuelles. Maître, sur ce qui vient d'être dit, ça suscite ma curiosité. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui seraient plus à risque aujourd'hui dans la société ? En fait, c'est la vulnérabilité qui détermine souvent le choix de l'agresseur. Alors, pour revenir aux EHPAD, moi, j'ai eu une affaire, effectivement, qui concernait des femmes d'un certain âge qui étaient atteintes d'Alzheimer et qui étaient violées par l'aide-soignant. Et il les violait parce qu'elles étaient en situation de vulnérabilité. De la même manière, je suis une ex-membre de la CIVIS, qui est la commission qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et dans le cadre de l'inceste. Et on a quand même 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles parce que ce sont des proies vulnérables. Mais la question n'est pas tant la vulnérabilité de la proie, de la cible, que de la toute-puissance qu'estime avoir c'est le corollaire. Ouais. C'est exactement le corollaire parce que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand M. Pelicot dit « j'ai voulu soumettre une femme insoumise », ça montre aussi qu'en réalité, le viol, c'est un rapport de domination et c'est pas de la sexualité, c'est de la domination. Et c'est pour ça aussi qu'ils choisissent des victimes qui sont vulnérables, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, effectivement. Et les chiffres en cette matière-là sont complètement sous-estimés. La différence entre sexualité et domination, elle est au cœur de tout ce qu'on se dit. Elsa Labouré. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup de gens ont encore une vision du viol comme quelque chose qui fait un peu partie de la sexualité, qui est un petit peu annexe, avec des choses en plus, en moins, alors que non, le viol, c'est une violence. C'est-à-dire que l'agresseur, il a une intention de violer. Alors, par intention, je ne vais pas forcément dire une préméditation, mais il y a des choses qui sont vues comme des circonstances. Ah, elle a beaucoup bu, elle est vulnérable. Par exemple, les femmes en situation de handicap sont aussi beaucoup plus, proportionnellement beaucoup plus agressées que les femmes valides. Mais comme le viol conjugal aujourd'hui, le viol conjugal est extraordinairement tabou dans la société. C'est une question d'accès, c'est une question de facilité, c'est une question de créer une situation où l'agresseur va pouvoir prendre ce qu'il veut prendre et faire ce qu'il a envie de faire. C'est juste une situation de domination et de pouvoir. C'est vraiment une intention. Et c'est pour ça que le viol d'opportunité ou sans faire exprès, je ne savais pas, etc., j'étais pas sûre si elle était consentante, ça c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec ces clichés, pardon. À partir du moment... J'ai une personne normalement constituée qui souhaite avoir des relations sexuelles souhaitées, désirées, le sait en fait. On le sait quand la personne a envie d'être là. Le doute n'est pas permis. Si un doute se pose, on arrête. Si on se pose ces questions-là, ce sont des justifications d'agresseurs. Si l'agresseur ne s'est pas posé la question, il était là pour agresser, pas pour avoir des relations sexuelles désirées. Le consentement, Noémie Renard, il est au cœur de tout ce qu'on se dit aussi, évidemment. Et là, on rejoint un débat sociétal, public, qui ne date pas de ce procès. Comment définir le consentement, comment s'assurer du consentement de la personne vis-à-vis de laquelle on se retrouve ?
Alors oui, c'est des questions complexes. Rien que qu'est-ce que c'est que le consentement, c'est un vrai débat parce que, alors par exemple moi, et je pense que d'autres féministes, on n'aime pas forcément trop le terme de consentement parce que souvent consentir, c'est un terme un peu ambigu, parfois utilisé dans le terme de accepter, mais sans enthousiasme. Alors à la limite, je préfère parler moi d'accord, volontaire et libre, basé sur le désir. Enfin en tout cas, je pense qu'il faut être très clair sur ce que c'est ce qu'on appelle consentement. Une personne qui ne dit rien, qui ne résiste pas, qui est passive, pour moi, elle ne consent pas. En tout cas, c'est pas un accord libre, volontaire, clairement exprimé. Donc déjà, voilà, là-dessus. Et puis bon, tout ce qui est aussi consentement dans la prostitution, contre l'échange de biens, etc. Voilà, pour moi, c'est pas un accord libre et volontaire. Donc voilà. Et effectivement, il faut qu'il soit, en fait, le consentement ou l'accord libre et volontaire, il faut pas qu'il soit considéré comme étant acquis par défaut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être dont celui qui initie le rapport sexuel doit s'assurer. Comme disaient mes collègues, on ne peut pas se dire qu'une femme est par défaut consentante. Or, actuellement, il y a encore cette notion-là que si une femme ne dit pas non, ne résiste pas, etc., eh ben, elle est d'accord et que si elle n'était pas d'accord, elle avait qu'à se débattre davantage. Et là, c'est toute la question aussi qu'il y a sur la loi, la reformulation pour qu'il y ait plus cette notion-là que le consentement, il doit être exprimé clairement et il faut le rechercher et quand il y a un doute, on s'arrête. Vous êtes, voilà. maître Durieux-Diebolt, parmi celles qui souhaiteraient que cette notion soit dans la définition du viol. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important selon vous ? Alors le viol aujourd'hui, pour expliquer un petit peu à vos auditeurs, il se définit par, il faut démontrer faut prouver en fait un acte coercitif de la part de l'agresseur ou du violeur à travers la violence, contrainte, menace ou surprise. Et donc, on a des trous dans la prise en charge, dans la considération des victimes. Il y a des situations qui ne sont pas prises en compte dans ce cadre-là. Alors, j'en viens à ce que vient de vous expliquer l'autre intervenante. Je suis tout à fait d'accord sur la terminologie, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas favorable au terme de consentement, mais plutôt à celui d'accord volontaire. Et même pour reprendre un petit peu la Convention d'Istanbul qui s'applique, enfin normalement qui a été ratifiée par la France, il s'agit d'accords volontaires selon les circonstances environnantes. Donc, pour en revenir à la prostitution, si on définit correctement la notion d'accord volontaire, on intègre dedans tous les consentements contraints selon les circonstances environnantes, c'est-à-dire économiques, conjugales, etc. L'idée, c'est d'introduire à travers cette notion-là, systématiquement dans le cadre des gardes à vue, le questionnement de l'agresseur, très concrètement, et lui demander de quelle manière il s'est enquis de l'accord de l'autre partenaire ou de son consentement. Et à ce moment-là, selon ces réponses, et je peux vous dire que dans nombre de dossiers, j'ai des violeurs ou des agresseurs sexuels qui vont répondre « je l'ai vu dans son regard, elle a mis sa mèche de cheveux de cette manière-là, elle a retiré sa veste, elle a mis du gloss sur sa bouche ou alors elle m'a invité chez elle ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où vous avez un agresseur qui répond cela, on peut en déduire qu'en réalité, il ne s'est pas posé la question de savoir ce que voulait l'autre jeune femme et que c'est lui qui a interprété le comportement selon ses stéréotypes de genre. Et à ceci, il faudrait associer une formation des enquêteurs et des magistrats sur les stéréotypes de genre pour pouvoir interpréter correctement, en termes de viol, les réponses de l'agresseur. On va s'arrêter là. On a entendu, c'est un sujet qui fait débat chez les féministes. Elsa Labouré, merci beaucoup. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Vous faites partie des associations qui appellent ce week-end à une grande manifestation à travers la France pour réclamer un véritable sursaut 7 ans après le début de MeToo et dans le sillage, bien sûr, de cette affaire dite des viols de Mazan. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup, maître Karine Durieux-Diebolt. On reparlera bien sûr de votre affaire Depardieu si toutefois le procès a lieu. Merci beaucoup Noémie Renard d'être intervenue à distance, autrice d'En finir avec la culture du viol qui est sortie au petit matin. Bonne journée à vous mesdames. Tout de suite le grand format de Parlons-en. On se retrouve pour le journal de 11h. À tout à l'heure.